Alors, bonjour les amis, comme je vous disais, aujourd'hui je reçois un couple que j'admire beaucoup, un couple qui, c'est sûr, à travers nos échanges, va vous édifier. Ce couple-là va vraiment vous édifier à travers leur parcours de vie, à travers leur témoignage. Donc, je suis avec le couple Sania. Si j'ai pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Que je salue. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour mon enveloppe. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un honneur, c'est un privilège pour moi de vous recevoir. Donc, nous allons essayer de faire un peu de plus en plus connaissance avec vous. Donc, je vais laisser papa se présenter, ensuite maman. Ok, parce que le plaisir est également partagé. Voilà, moi c'est M. Sania Yao. Voilà, je suis ingénieur en bâtiment. J'exerce dans le management des projets. Voilà. Vas-y mon épouse. Bon, moi je suis Madame Sania, Esther Nela, j'aime bien mon prénom Nela. Je suis assistante sociale de profession. Ok, d'accord. Donc, encore une fois, bienvenue au couple Sania. Et nous allons passer ces quelques minutes ensemble pour pouvoir vraiment apprendre de vous, apprendre de votre parcours. Et nous allons vraiment nous focaliser sur un aspect de votre couple qui personnellement me marque, qui m'inspire beaucoup. Et avant cela, nous allons nous plonger un peu dans le passé. Si vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes rencontrés. Voilà, les premiers instants de votre rencontre jusqu'à ce que vous puissiez vous marier. Voilà, donc papa, puisque c'est toi qui as... tu peux nous expliquer un peu. Donc voilà, notre rencontre remonte dans les années 2004. D'accord. Voilà, parce que nous sommes mariés en 2006. Voilà, donc 2004, voilà, au sein de la jeunesse. Moi j'étais assistante. Voilà, donc en servant le Seigneur, on s'est rencontrés. Donc quand le besoin de se marier est arrivé, je pense qu'avec Dieu ne joue pas au dé, il n'y a rien de hasard avec le Seigneur. Et la Bible dit que qui est celui qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Donc au moment où vous voulez prendre des décisions importantes comme celle de se marier, voilà, je pense que le Seigneur vous envoie la personne adaptée. Voilà, quelqu'un disait Dieu sait qui il nous envoie. Voilà, donc il n'y a pas de rencontre fortuite. Et je pense que voilà, Dieu a voulu qu'on se rencontre, voilà, dans le Seigneur. Et quand voilà, la décision de se marier est arrivée, voilà, notre choix s'est porté sur la personne que Dieu a placée sur nos chemins. Donc vous êtes rencontrés dans le service de Voilà, Dieu. tout à fait. Voilà, tous deux vous étiez en train de servir. D'accord. Donc tu as signifié que vous êtes mariés en 2006. 2006. 9 Donc, décembre 2006. wow, donc Voilà. bientôt 20 ans. Voilà, 18 ans. Donc 18 ans maintenant, Voilà. en 2026, 20 ans de mariage. En tout cas, vraiment, béni le Seigneur. Et ce que j'aimerais savoir, au début de votre mariage, avant de toucher le point même qui va nous réunir, nous nous adressons également aux jeunes couples, aux couples également. Donc, on va faire une petite parenthèse sur votre vie à deux, comment ça s'est passé. On sait que très souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent le choc des cultures. Est-ce que vous l'avez vécu ou bien vous n'êtes pas passé par cette étape? Comment est-ce que vous avez pu, voilà, comment on va dire, comment est-ce que vous avez pu avancer ensemble avec peut-être vos différences et tout? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus également? Ok, donc comme le disait un de nos pasteurs, voilà, le mariage est semblable à un nom complexe. Voilà, les noms complexes c'est en mathématiques, où il y a une partie imaginaire, une partie réelle. Voilà, et avant le mariage, la partie imaginaire est très forte, la partie réelle tend vers zéro. Et après le mariage, voilà, la partie réelle devient très forte et la partie imaginaire tend vers zéro. Bon, ça c'était une parenthèse. Pour dire que le mariage, c'est une bonne chose, mais en même temps, il faut savoir que c'est le creuset par lequel nos caractères se bonifient. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on observe un taux élevé de divorce parce que les gens ils vivent ensemble mais ils ne deviennent pas mariés ou bien ils ne se marient pas. C'est ça. Voilà. Donc
on a effectivement traversé des zones de turbulence. Mais comme je le disais, le mariage, c'est le creuset par lequel voilà, on se bonifie en termes de caractère, de perfectionnement. Alors on a pris le temps de travailler chacun personnellement sur ses défauts, sur ses caractères, pour qu'on devienne la personne que Dieu veut que nous soyons. Voilà, donc les zones de turbulence, on a mangé notre pain dur. Je pense qu'au fur des années, voilà, chacun de nous a essayé d'être un mari, une femme mariée, voilà, pour que, voilà, comme le dit la Bible, Dieu va mieux qu'un, voilà, pour qu'on devienne une seule personne. Voilà. Je retiens qu'on peut vivre ensemble sans être marié. Voilà. Ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment à méditer. On va tous méditer sur cette parole. Donc, moi, je vais te laisser la parole concernant la même question. Qu'est-ce que tu peux dire également sur ce point-là? Bon, je pense qu'il a dit un peu tout, mais seulement que je vais donner un petit exemple. Voilà. Il faut dire que quand je suis guérie, chez nous, les guéris, il n'y a pas de barrière. On ne se gêne pas, on se met à l'aise. Chez les baoulés, il faut se gêner un peu. Donc, quand je ne me gêne pas, il est choqué. Il est étonné que je fasse certaines choses que je ne devrais pas faire. Mais il ne me fait pas assez de reproches. Il préfère garder ça. Et moi, je me plains. Voilà, quand je découvre, je me plains. Mais il faut me dire que ça, c'est pas bon. Lui, on ne peut pas refaire l'éducation d'une vieille personne. Une grande personne ne peut pas refaire l'éducation. Et chacun de nous a son éducation. Mais c'est au fil du temps que tu vas comprendre et tu vas t'adapter. Donc moi, je préfère m'adapter à toi. Bon, au début, j'ai trouvé ça un peu en la foutaise. Comment on peut s'adapter? Ce que je sais, quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, comme chez nous par exemple, tu parles. Cache en fait. Tu parles pour que ça change. Mais lui, il ne parle pas. Il préfère s'adapter. Mais j'ai vu que c'était peine perdue, mes petits palabres, mes petits bavardages, c'était peine perdue parce que je n'avais pas le retour. Parce que moi, j'aime beaucoup me plaindre. Quand ça ne va pas, je parle. Et je n'ai pas de retour de son côté. Donc, du coup, ça m'a brisé. J'ai vu que le chemin que j'ai emprunté, ce n'est pas le meilleur chemin. Et plus du temps, je me suis rendu compte que quand ça ne va pas, ou bien quand quelque chose n'est pas bon, c'est pas dans tout, il faut parler. Il faut savoir opérer les choix. Et puis, au fil du temps, on s'adapte aussi. Ça aussi, c'est un autre aspect du mariage. Il faut s'adapter parce que tu ne peux pas changer l'homme. Mais tu peux s'adapter et ça va changer au fil du temps. Il s'est adapté. Puis moi-même, j'ai pris la résolution de ne plus m'adapter. Voilà, donc je pense qu'il y a une adaptation aussi qu'on doit faire au sein du foyer. S'adapter en tout cas. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on retient que vraiment, dans tous les foyers, voici un couple qui a 18 ans de mariage, bientôt 20 ans, et on voit que c'est toujours, le début n'est pas aussi évident. Voilà, faut pas penser que tout sera rose du jour au lendemain, mais c'est la volonté des uns et des autres à vouloir rendre vraiment l'atmosphère vivable, à vouloir vivre ensemble, qui va faire qu'on va produire un foyer heureux. Donc vraiment, on est déjà très bénis par ces réponses-là. Si j'ai pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. D'accord, donc on voit vraiment que c'est l'adaptation, il faut vraiment accepter de vouloir vivre ensemble. Ça va nous permettre de comprendre l'autre et puis faire des efforts pour que le mariage puisse aller de l'avant. Alors, donc, l'autre question que je voulais poser, c'est de savoir un peu, lorsque vous êtes marié, papa, j'aimerais savoir un peu ton niveau d'études en ce moment-là. Je dis, est-ce que c'est le même niveau que tu as depuis le mariage jusqu'à maintenant? Quelles ont été les étapes aussi concernant, on va dire, le volet, comment on va dire, professionnel, scolaire également? Voilà. Ok, donc avant le mariage, j'étais technicien en bâtiment, technicien supérieur en bâtiment. D'accord, donc c'était un BTS? Bon, un bac plus 3 de l'INPHB. Ok. Voilà, mais bon, on a toujours eu la volonté d'aller de l'avant. D'accord. Donc après, par la formation professionnelle, voilà, on a fait des cours pour pouvoir avoir le niveau ingénieur, bac plus 5.
D'accord. Mais ça a été un parcours de haie, parce que le système ivoirien fait que voilà, c'était un peu difficile à partir du niveau Bac plus 3 voilà, d'accéder au niveau Bac plus 5 pour le cycle ingénieur en bâtiment. D'accord. Donc cela m'a pris près de 6 ans voilà, pour avoir ce diplôme. Et puis après, voilà, nous avons encore fait un master en management des projets, voilà, qui est un niveau Bac plus 6. Wow. Voilà. Donc, pardon, papa. Donc, au moment où vous vous êtes mariés, en ce moment, vous aviez un bac plus 3 voilà. en bâtiment. Oui. Donc, vous avez déjà commencé à exercer. Oui. Voilà. Donc, c'est dans le mariage que vous avez pu faire le cycle ingénieur, dans le même domaine qui vous a appris 6 ans supplémentaires. Oui. D'accord. Et ensuite, après. Oui, ensuite, voilà, un J'aurais master. voulu qu'il rencontre un peu les 6 ans D'accord. de formation. Parce que j'ai vécu. Oui. D'accord. Donc, quand tu on vas finir. pense que tout est rose, effectivement. Voilà. Donc, quand tu vas finir de nous dire exactement les formations qu'il a fait, on va rentrer plus en détail comment pratiquement, effectivement, voilà. Ça se faisait. Donc, après ce diplôme d'ingénieur, voilà, nous avons encore fait un master en management des projets. Tu as pris combien d'années? Une année. Une année. Voilà. D'accord. Donc, il y a eu, donc vous n'êtes pas arrêté au BTS. Non. Donc, une fois dans le mariage, vous avez pu avoir le cycle ingénieur, ensuite un master à nouveau. D'accord. Donc, c'était déjà quelque chose qui était prévu. Je dis que quand vous êtes mariés, tout de suite, vous avez su que vous alliez continuer parce que c'est pas toujours évident, surtout quand on commence à avoir des enfants. Bon, je sais pas, une parenthèse aussi, est-ce que les enfants ont suivi du coup j'ai dit après le mariage? Il faut dire que chacun ses rêves, hein. Avant d'entrer dans le mariage, chacun ses rêves. Moi, j'avais mes objectifs. J'ai été écrit. Voilà, dans ma vie, c'était au moins le doctorat. D'accord. Voilà. Donc, je voulais être un docteur dans mon domaine. D'accord. Voilà, donc, le mariage n'a pas éteint ces rêves-là. Voilà, je pense que le mariage, voilà, c'est une leçon aussi de vie. Il ne faut pas que le mariage éteigne nos rêves respectifs, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Voilà, donc après le mariage, on se donne les moyens voilà, pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc, voilà, je veux revenir sur le côté écrit. À quel moment est-ce que vous avez écrit votre vision, c'est-à-dire pour peut-être sur combien d'années, vous vous êtes projeté sur combien d'années, comment déjà même l'idée d'écrire même, j'ai dit que cette vision-là vous est venue. Est-ce que vous avez entendu des personnes en parler, dans votre entourage, au niveau de l'école? Bon, d'où est-ce que c'est venu en fait? Bon, en fait, c'est une vision qui a progressé dans le temps. Voilà. Mais à partir d'un certain moment, voilà, on a senti le besoin de les mettre par écrit. Avant et chaque année, voilà. Chaque année, on fait une évaluation de cette vision-là. On voit les axes d'amélioration et puis voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui a progressé pendant toutes ces années de mariage. D'accord. Mais c'est une routine. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est important, c'est-à-dire que pour une personne, un jeune, d'avoir de travailler à écrire la vision? Est-ce que ça a joué, le fait de les avoir écrits, est-ce que quand vous êtes rentré dans le mariage, ça a joué vraiment sur la motivation que vous aviez de vraiment continuer dans ce sens-là? Quels sont les avantages en fait d'écrire sa vision comme ça? Je pense que ça permet d'être concentré, d'avoir le type de vie qu'on veut avoir sous les yeux, de les passer. Un peu comme le dit la Bible, hein. Voilà, écrit la vision, médite là, voilà, qu'on appelle le souvenir s'en conserve. Voilà, donc à force de relire, mais il y a certains qui croient hein, que à force d'écrire, les rêves finissent par. Donc il ne suffit pas d'écrire en fait. Voilà, mais moi je pense qu'il ne suffit pas d'écrire. Voilà, il faut travailler à leur réalisation. Voilà, mais c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique, c'est une bonne pratique que d'écrire, voilà. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est un haut rendement de notre potentiel. Donc, en mettant par écrit ce pourquoi on vit,
je pense que ça aide après à leur matérialisation. Matérialisation. D'accord, donc on retient que c'est vraiment important d'écrire sa vision. D'écrire sa vision, c'est même biblique. Voilà, ce qui est écrit, c'est ce qui reste. Oui. C'est ce qui nous motive, c'est notre carburant. Mais on ne doit pas aussi se limiter à là. Voilà, parce que c'est pas parce que c'est écrit que ça va se réaliser. Il faut aussi se donner les moyens de pouvoir les réaliser. Donc vous aviez déjà cette vision-là avant de rentrer donc dans le mariage. Donc une fois que vous êtes rentré dans le mariage, à quel moment, c'est vrai que la vision, vous avez dit que la vision a évolué avec le temps. Donc à quel moment vous avez senti que là c'est le moment d'y aller? Voilà, est-ce qu'il y a eu quelques éléments qui étaient comme des signaux pour dire cette saison-là, je peux me lancer? Est-ce qu'il y a une préparation particulière, peut-être une épargne? Bon, enfin, tous les petits topos, on veut savoir parce que souvent, effectivement, quand on n'est pas encore marié, on a seulement ses charges. Maintenant, quand on est marié, on a la femme à charge, si d'autres décident, les enfants viennent et tout. Donc, comment on s'organise concrètement, en fait, pour ne pas que nos objectifs restent vraiment sans être accomplis? Donc, comment ça se passe? Bon, je pense que dans un premier temps, c'est la volonté. Okay. Voilà, c'est la volonté. Parce que l'idéal pour un jeune, c'est de finir ses études avant de se marier. Ça, c'est l'idéal. C'est dans le super monde. Dans le meilleur des mondes. Mais voilà, dans le meilleur du monde. Mais voilà, des circonstances font que souvent on est obligé d'arrêter, de se marier et puis de faire les deux concomitamment. C'est ça. Voilà, donc après c'est la volonté. Voilà, il n'y a pas pour moi de préparation spécifique. Parce que si vous mettez les moyens financiers devant, vous serez toujours découragé. C'est ça. Voilà, je pense que voilà, commencer à courir et puis après Dieu envoie les moyens. Voilà, donc ça n'a pas été facile. Voilà, mais je pense que ce qui a prévalu, c'est le courage, c'est la volonté. Voilà, et puis après, quand Dieu voit que voilà, vous allez à fond, il vous envoie vraiment les moyens. Donc je ne saurais pas vous dire comment voilà, j'ai pu mobiliser tous ces financements-là pour assurer non seulement ma formation, mes deux formations en ingénierie et puis celle du master. Et tout ça, c'était à l'INP aussi? Oui, à l'INPHB. Donc je pense que c'est dans un premier temps la volonté. Puis après, Dieu vous enverra toujours la provision. La provision. Voilà. D'accord. Donc on retient que faut avoir de la volonté. Il ne faut pas que certains éléments limitent ou bien nous freinent notre élan. Il faut avoir la volonté. Quelqu'un dirait de courir avec son rêve. Voilà, il faut courir avec son rêve. Il faut courir avec son rêve, en tout cas. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut courir avec le rêve en main. D'accord. En tout cas, vraiment, c'est très inspirant. Parce que il y a quelque chose aussi que vous avez souligné, qui est il ne faut pas que le mariage éteigne nos ambitions, nos rêves. Parce que généralement, on peut le voir beaucoup chez les femmes, mais ça peut aussi se voir dans la vie de certains hommes. Donc je pense que c'est de part et d'autre. Voilà. Les femmes, bon, il y a des circonstances naturelles qui viennent, comme les maternités, et parfois qui freinent, on peut comprendre. Mais ce n'est pas aussi une raison pour mettre ses rêves de côté. Et chez les hommes, on peut voir qu'il y a comme un certain poids, en fait, une certaine charge, parfois du quotidien, la routine, ou bien certains contentements qui fait que on oublie carrément tout ce à quoi on a rêvé et on se contente. Alors qu'en réalité, on peut vraiment faire beaucoup plus. Donc, nous, on veut savoir concrètement dans le quotidien. Voilà. Il y avait, vous êtes mariés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Donc, vous êtes mariés. Est-ce que pendant que vous êtes retourné à l'école, en ce moment-là, il y a, parce qu'on rappelle que vous êtes parents de 5 enfants à ce jour. Donc, en ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des circonstances? En tout cas, quelle est l'organisation pratique en fait que vous avez eue pour pouvoir gérer et la famille et on va dire l'école, la reprise des cours? Donc, en ce moment, je veux savoir, vous avez déjà un boulot?
Oui, au fait, c'est la formation continue. Quand je faisais, voilà, après la formation initiale, le sortie de l'INPHB, voilà, bac plus 3, moi j'ai intégré l'administration. Voilà, donc après, tous ces autres diplômes sont venus par la formation continue. La formation donc, continue. Donc on partait au travail. Voilà, et puis les soirs, on partait au cours. Voilà, donc, bon, enfin, à un certain moment, la femme, les enfants, ils subissent les absences qui ne rentrent pas vite. C'est ça. Mais on fait aussi des heures, c'est-à-dire qu'une fois que les enfants sont au lit, voilà, vous passez aussi des heures, étudier, donc vous dormez un peu tard. Et je pense que c'est des sacrifices qui en valent la peine. C'est ça. Maintenant, comme vous l'avez dit, bon, effectivement, souvent quand on rentre, quand on a le minimum, comme le manger, le boire, on se satisfait de ces conditions-là. C'est ça. Voilà, mais je pense qu'il y a des choses qui vont au-delà du simple fait d'avoir à manger et à boire. Voilà, parce que après, il y a une certaine routine qui s'installe. C'est ça. Voilà, moi, j'ai commencé à m'ennuyer dans le métier que je faisais, donc je voulais découvrir plus. Donc, si vous voulez vivre pour une cause un peu plus grande que le pain, voilà, comme Jésus, l'homme ne vivra pas que du pain. Moi, je pense ça. Voilà, l'homme ne vivra pas que seulement pour satisfaire ses besoins du moment. Mais il faut vivre pour réaliser ses rêves. Voilà, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous vous sentez vivre. C'est ça. Donc, ça appelle des sacrifices, ça appelle des efforts. Voilà, mais après, bon. Quand vous êtes au bout, je pense que tout le monde en bénéficie, hein, la femme, voilà. Parce que c'est un homme qui est épanoui, qui sort le matin, qui est content d'aller exercer un métier qu'il aime. Voilà, je pense que voilà, ça rejaillit forcément sur son épouse, sur la famille. Voilà, que quelqu'un qui tourne en rond, qui s'ennuie, bon, il devient cassant après et ça fait des tensions. C'est ça, effectivement, c'est à la base des tensions. Donc, maman, tu voulais rebondir un peu sur la vie au quotidien. Voilà, tu l'as vécu, comment est-ce que concrètement, parce que moi je retiens ce que papa a dit, je retiens le mot sacrifice. Il faut vraiment se sacrifier et savoir que c'est pour un temps et comprendre également que après tout le monde en bénéficie. Donc dans le quotidien, je dis comment est-ce que toi en tant que femme tu l'as vécu dans le quotidien quand papa devait rentrer tard parce qu'il devait aller à l'école, quand il revenait qu'il fallait qu'il étudie. Comment est-ce que toi tu l'as vécu dans le quotidien? Voilà. Il faut dire que, comme on l'a dit, on s'est mariés en 2006, précisément en décembre. Et après le mariage en décembre, en janvier déjà, j'étais déjà enceinte. Voilà, donc ton mari va au travail, il descend tard. Tu viens de te marier et tu te rends compte que donc ton il a mari... commencé les cours en même temps, hein, c'était pas... Oui, ça n'a pas pris tellement de temps. il avait commencé. Donc, il descend tard. Bon, c'était un peu difficile pour moi parce que je n'arrivais pas à comprendre. J'aime pas rester seule aussi. Je suis une personne, j'aime pas rester seule. J'aime être entourée. J'aime avoir de la chaleur auprès de moi. Et du coup, la personne ne vient pas vite. Et les jeunes personnes aussi, je dors vite. Quand le temps qui va venir, je dors. Je ne peux pas rester éveillée jusqu'à 21h. Je n'y arrive pas. Je fais des efforts. J'ai progressé. Il peut témoigner. Chaque fois quand il vient, je dors. Mais avec l'arrivée de l'enfant, bon, c'est pas facile. Ça. Tu n'as personne pour t'accompagner. Et ce qu'il peut faire matin au moment des parties, il le fait. Mais c'est le côté où il ne descend pas vite là. Je ne supportais pas, je n'arrivais pas à accepter ça. Je n'arrivais pas à accepter. Et après, il a arrêté le cours. Arrêté le cours pour les besoins financiers. Et quelques années après encore, il a repris. Voilà, il a repris. Et quand il vient, je dis, aujourd'hui, tu es venu un peu tard. Lui, il est quitté au cours. Toi, tu as fait quoi de ta journée? Je dis, bon, je me suis occupée de l'enfant. Je me suis occupée de la maison, puis je t'ai gardé à manger. Je dis, ça, c'est pas une vie. Ça, c'était sa phrase. Et puis, bon, il rentre en chambre, il se change, il fait ce qu'il doit faire. Et chaque fois, quand il vient que je me plains, c'est quand je me plains, d'abord, il me demande, toi, tu as fait quoi de ta journée? C'est ça.
Et puis j'ai dit, j'ai fait la cuisine. Je me suis occupée des enfants. Et il dit, c'est pas une vie. Et puis bon. Donc, c'est vrai, c'est pas facile. Comme je l'ai dit, moi je dors vite. Et tu dors et peut-être que c'est à 21h, 22h que ton mari rentre. Quand il rentre, tu dors et puis il veut que tu te réveilles. Là, ça me monte la tête et dit, mais je dors. Tu dors, tu passes tout ton temps à dormir dans la maison. C'est quelle femme qui dort seulement? Bon, si tu étais vite descendu, on allait vite dormir. C'est ça. Mais tu ne descends pas vite. Et puis tu ne veux pas que moi je dorme. Il dit, mais est-ce que je suis quittée me promener? Je suis quittée au cou. La femme ne peut pas accepter ça. Et quand il vient encore à la maison, le jour où il fait des efforts, quand il descend, il est devant son ordinateur pour travailler. Il dit, en ce moment, moi je me trouve où? Je suis où? Il dit, toi tu as fait quoi de ta journée? Quand je dis, bon, je connais la phrase, c'est devenu une chanson maintenant. C'est ça, tu connais déjà la réponse. Donc, du coup, j'ai commencé à m'habituer. Je sais que quand mon mari descend, il va au cours. Le jour, je peux faire des efforts pour ne pas dormir. Au fil du temps, j'ai commencé à faire des efforts pour ne pas dormir à 19h. Et je l'attends jusqu'à 21h, 22h. En tout cas, ce sont des efforts, c'est un sacrifice. Parce que je suis restée un peu chez ma grand-mère, on dort vite. On va dire 19h, moi je sommeille. Voilà, je ne suis pas du genre à rester dehors longtemps. Donc, c'est un sacrifice aussi que moi j'ai fait. C'est ça. Rester dehors un peu tard pour attendre son ordre. Je l'ai fait parce que je voulais l'accompagner dans son action. Dans le prochain épisode, quand on rentre dans le foyer, voilà, le foyer ne doit pas éteindre notre rêve. Bien au contraire, le foyer doit être le creuset où le potentiel se développe. C'est ça. Voilà. Au moment quand tu te mariais, tu avais quel niveau déjà? Le niveau d'études? Quand je me mariais, j'avais comme diplôme scolaire, j'avais le BPC. Wow. foi, Priscille.